Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joe. Léo, vous nous suivez à République démocratique du Congo également, vous nous suivez dans la diaspora. Merci d'être avec nous sur notre chaîne. Nous sommes mercredi 25 janvier 2023 et vous le savez très bien qu'à Goma, il y a un avion de chasse qui a été abattu par l'armée rwandaise par un missile. Et cette situation fait panique donc à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous recevons Élisée Mateso. Il est internationaliste et enseignant à l'université officielle de Rwenzori, donc à Butembo. Nous le recevons en exclusivité. Monsieur Élisée Mateso, vous suivez de près et de loin cette situation de Goma où l'avion Sukhoi 25 a été attaqué donc à Goma par le M23, disons donc par l'armée rwandaise. Vous suivez de près cette situation. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Il y a un avion de chasse Sukhoi 25 qui a été attaqué par l'armée rwandaise. Vous, attaqué internationaliste, comment vous analysez cette situation? En fait, moi je le qualifie d'un acte de provocation, un acte de sabotage, un acte d'agression que le Rwanda a fait montre. Et c'est à la RDC maintenant d'être prudente et d'attaquer le Rwanda. Et sans viser un objectif militaire. Un objectif militaire en ce sens que Sukhoi était sur le territoire congolais et voilà, et comme le Rwanda s'est évasé direct de la RDC, il a lancé le missile solaire à l'avion Sukhoi. Et donc aujourd'hui, tout le monde sait ce que le Rwanda cherche en passant par M23. Maintenant, il est en train de se faire dévoiler jusqu'à ce qu'il est en train de tirer lui-même le missile quitte le Rwanda pour venir abattre, n'est-ce pas, l'avion Sukhoi qui atterrissait sur l'aéroport international de Goma. Et donc aujourd'hui, nous devons maintenant analyser cela objectivement. Que veut le Rwanda? Le Rwanda, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda veut la guerre. Et cette guerre doit être un prétexte. Ce prétexte selon lequel, voilà, on nous a toujours agressés et nous sommes dans ce que nous appelons la légitime défense. Une légitime défense dans laquelle il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour essayer de frayer l'ennemi ou éventuellement tous ceux-là qui peuvent chercher à saluer à l'adversaire. C'est pourquoi il a lancé le missile à l'avion qui atterrissait, je dis bien, à Goma. Ce n'était pas au Rwanda. Et le Rwanda, ce que nous devons savoir, c'est un État qui connaît ce genre de situations. Vous devez reconnaître qu'avant, on a abattu, n'est-ce pas, l'avion d'Abirimana par le même système. Et donc, ils connaissent cette technologie d'abattre les avions. Et voilà, Dieu merci, l'avion n'a pas connu le crash à plein air. Et c'est au niveau, quand il venait d'atterrir, qu'on a constaté les équipes techniques en train de faire secours à l'avion Sukhoi. Aujourd'hui, donc, nous devons comprendre que le Rwanda est prêt, mais attention, il peut arriver que les gens disent pourquoi la RDC ne veut pas se défendre. Il y a une histoire trop drôle que nous ne pouvons pas faire taire dans l'histoire des États. À un moment donné, Bismarck a essayé de faire la guerre contre la France pour essayer d'arracher une partie qu'on appelle l'Alsace et la Lorraine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bismarck, qui était un Allemand, voulait annexer l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Et pour cela, il a fait tout le moyen de faire quoi? De se préparer à conséquence. Il a triplé l'effectif militaire dans ce pays. Et Bismarck encore a essayé de doubler les chantiers navals pour la construction de bateaux. Et il a tout mis pour qu'il puisse se préparer. Et seulement l'occasion manquée pour Bismarck. Alors, comment était Bismarck? Qu'est-ce que Bismarck avait fait? Il avait, à l'époque, il y avait Guillaume Ier qui était son chef de l'État. Alors, à l'époque, pour que le chef de l'État écrive à un homologue, il faut que le Premier ministre contresigne la correspondance.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il faut que les gens comprennent cette histoire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bismarck va dire, ok, l'occasion, nous sommes déjà prêts physiquement, prêts militairement, prêts matériellement, donc l'occasion nous manque. Alors Guillaume va écrire une correspondance à son homologue français, je crois que c'était le roi français, et quand la lettre va vouloir partir, Bismarck va d'abord encore l'assassiner et va laisser ne fût-ce que 9 mots qui rendaient la lettre trop injurieuse. Okay? Alors que la lettre, elle était écrite à bonne et due forme parce que c'était une lettre diplomatique. Arrivé en France, les Français ont dit miettes. Ça, c'est un acte de provocation. Un acte qui mérite toute une réponse appropriée. Sans pour autant s'être préparé. La France a directement fait découdre la guerre contre l'Allemagne. Mais dans 21 jours, la France a été battue. Et à l'époque, il y avait l'histoire selon laquelle malheur au vaincu. Et qu'est-ce que Bismarck va dire? Il va dire, je vais vous retirer immédiatement l'Alsace et la Lorraine. Mes troupes vont rester au niveau de la France et l'Allemagne. Vont rester en France jusqu'à ce que vous payiez les derniers francs que je vais vous donner comme dommage interne. Et c'était combien? C'était, je crois, 9 millions de francs or comme ça. Et qu'est-ce qui va arriver à la fin? Bon, la chose, Bismarck va gagner la guerre dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui fait que je vous ramène encore à ce niveau? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'impréparation. La RDC ne peut pas faire, à l'époque, à l'heure actuelle, si la RDC s'hasardait à faire la guerre contre le Rwanda, il y a la probabilité que le Rwanda puisse gagner la guerre parce que le Rwanda est déjà bien préparé. Et donc, dans un laps de temps, on peut trouver que le Rwanda soit a gagné ce qu'il cherchait à créer un État dont on a toujours parlé à l'est de la RDC. Peut-être qu'à un moment donné, il faut s'imposer pour qu'il soit le seul protecteur de l'État qu'il vient de créer. Et voilà, la RDC va perdre à ce niveau-là. Et donc, pour des analystes, je crois que jusqu'à aujourd'hui même, la position de la RDC, elle est tellement prudente. Et je crois que le diplomate qui entoure le chef de l'État se rappelle de l'histoire que je venais de vous dire, la guerre entre Bismarck et la France pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et alors, qu'est-ce que nous devons dire à ce niveau-là? Nous devons dire que plus nous sommes en face d'un ennemi, plus il faut apprendre état de l'étudier pour que vous soyez en mesure de l'attaquer. Si, exactement pour le Rwanda, il a déjà étudié le paramètre. 1. Il a infiltré l'armée. Ça, nous continuons toujours à le dire dans nos émissions, que l'armée a toujours été infiltrée. Et cette infiltration fait que le Rwanda a toujours des informations à temps réel. Parce que vous pouvez vous imaginer, qui a dit que l'avion Soke est en train d'atterrir. Parce que, à mon sens, le fait de dire qu'on a violé le territoire rwandais, c'est un prétexte. C'est le même schéma que tous les avions, que ce soit militaires ou civils, suivent la trajectoire pour l'atterrissage sur l'aéroport de Goma. Qu'est-ce qui a été de mal? Est-ce que c'est encore Sokoy qui s'est allé s'est posé sur Rubavu ou l'aéroport de Rubavu? Ce n'est plus le cas. Cette fois-ci, Sokoy est dans les airs congolaises et est abattu. Voilà, à quelque sorte, ce que nous pouvons dire, monsieur le journaliste. Élisée Mateso, qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade où le Rwanda montre vraiment sa face contre la RDC? Qu'est-ce qu'à ce stade ici, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, Congolais, les gouvernements congolais? Vous savez, avant tout, je vais vous dire que entre les États, ce sont les intérêts qui comptent. Et donc, un État doit connaître qu'il a besoin de ce que nous appelons la puissance. Et cette puissance lui permet d'être dissuasif, un État, et lui permet
n'est-ce pas, de faire appliquer sa politique jusqu'à ce que, si vous voulez coopérer avec cet État, vous devez d'abord connaître ce qu'il est, d'abord dans le passé, et ce qu'il est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, le Rwanda veut nous faire comprendre que c'est un État en vrai sas. Ça pour autant faire l'apologie. Et alors, à ce niveau-là, c'est en RDC où encore il faut qu'on travaille trop dur pour qu'on soit, d'une manière ou d'une autre, supérieur au Rwanda ou plus ou moins égal, pour qu'on continue à faire ça. Mais je me dis, la RDC est en train aussi de travailler. Il ne faudrait pas qu'on dise toujours des négatifs à la RDC. Et vous vous imaginez, à un moment donné, il y a eu un certain moment où le Qatar a voulu encore un dialogue entre le Rwanda, Paul Kagame et Tshisekedi. La rencontre à coucher d'une souris, d'abord, ça n'a pas eu lieu. Et avant cela, Kagame, les forces de Kagame n'ont pas été acceptées par le président de la République pour que ces armées-là viennent œuvrer comme les autres États sur le sol congolais. C'est déjà quelque chose. En plus de cela, aujourd'hui, avant, il y avait la raffinerie de l'or qui est le monopole qui a été donné au Rwanda. Aujourd'hui, les robinets sont coupés. Et donc, il y a déjà une évolution à ce niveau-là. Et donc, nous devons dire que la RDC doit continuer à travailler dur, doit continuer à bosser pour que, tôt ou tard, la RDC soit respectée comme, d'une manière ou d'une autre, nous respectons le Rwanda. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Oui, rentrons épais à Kishiche, c'est dans le territoire de Rutshuru. Et vous le savez très bien que c'est depuis hier matin que les affrontements ont commencé entre les FARDC et les M23, donc soutenus par les Rwandais, les RDF. Et après avoir cédé quelques millions donc aux forces régionales, c'était Élisée Matisso. Comment vous analysez aussi donc en fait les FARDC sur terrain, le travail des FARDC sur terrain? Et de côté, avant, il faut dire que d'abord les FARDC étaient déjà trop fatigués avec la guerre. Et vous pouvez être informé qu'à un moment donné, les FARDC, certains éléments des FARDC ont été taxés d'être complices de la récupération de certaines localités, jusqu'à ce qu'il y ait, je crois, un colonel qui venait d'ailleurs de mourir dans la prison à Makala, selon les informations que nous avons, si ça reste à vérifier. Et donc, le FARDC, à l'époque, ils étaient en train de céder d'une manière ou d'une autre. Et deuxième chose, les filtrations. Alors, on a appelé maintenant les forces régionales est-africaines. Ces forces disent, alors, nous allons récupérer certaines localités que vous nous cédez, vous qui êtes les M23. À contrepartie, les M23 doivent s'assurer que ces localités-là ne sont pas reprises par les FARDC. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jusqu'à ce que la population dit non. Comment l'M23 est en train d'imposer à la RDC ou au FARDC le mode de G. Donc, nous laissons les localités entre les mains de la force régionale, et tout en nous rassurant que le FARDC ne peut non plus arriver dans ces localités-là. Parlons de Kishiche. Kishiche, c'est là qu'il y a eu des massacres, je crois que vous êtes informés. Et dernièrement, hier d'ailleurs, c'est là qu'on a compris que Sokoy a travaillé. Parce qu'avec l'appui des Sokoy au-dessus des militaires, on a fait chasser le M23 des localités qu'il voulait récupérer. D'ailleurs, on nous dit qu'il voulait couper encore Goma. Parce que là, il y a une déviation qui va, j'estime, vers Kichanga. Il voulait récupérer Kichanga jusqu'à ce qu'il les asphyxie. Et le nord, le grand nord et le petit nord. Et heureusement, avec la force des forces armées de la RDC, on a su repousser ces militaires. Alors, moi, qu'est-ce que je me dis? À l'étape où nous sommes, et comme il y a déjà des couacs, des actes de provocation, la RDC ne devrait pas s'attaquer au Rwanda.
La stratégie serait que la RDC puisse faire des pressions au M23, repousser l'M23 vers les frontières rwandaises, et c'est à partir de là que maintenant vous pouvez déclencher une guerre contre le Rwanda dans l'objectif de pourchasser les M23 comme le prétexte souvent le Rwanda qui dit qu'il vient pour chasser les FDLR qui sont où c'est en RDC. Et donc c'est là qu'il faut commencer alors la guerre contre le Rwanda quand on a déjà chassé quoi? Quand on a déjà chassé le M23. Mais ce n'est pas facile de chasser les M23 comme ça, vous savez. C'est depuis longtemps qu'ils sont ici. Hein? Et ce n'est pas facile, mais c'est une question d'homme. C'est une question d'intelligence, c'est une question de force, c'est une question d'organisation. Donc si nous nous organisons, tout est possible. Pourquoi nous ne voulons pas appeler d'autres forces ou d'autres armées de venir en aide? Nous avons des États qui nous aident le plus souvent. Le Zimbabwe qui a aidé Musée, l'Angola est là, et je ne sais pas. Le mal, c'est que nous n'avons jamais été capables de transformer, par exemple, le Burundi, d'être un ami, un grand ami. Mais si on passait par le Burundi, et que le Burundi, parce que Ndayishimiye a déjà maîtrisé Kagame, ça c'est clair. Ndayishimiye, avec ses troupes, ils sont capables de faire l'armée rwandaise. Depuis longtemps, on combat ce jeu-là avec Pierre Nkurunziza qui a cédé le pouvoir après sa mort à Ndayishimiye. Et donc, il y a la possibilité qu'on fasse ces armées-là amies à la RDC pour qu'on fasse la guerre contre le Rwanda. Mais, je dis bien, il faut être prudent. Ce n'est pas maintenant qu'il faut déclencher la guerre parce que la RDC n'est pas encore prête. Il faut vous imaginer que maintenant, on veut préparer des jeunes, des étudiants. Des étudiants. Donc, la RDC, des jeunes volontaires. Des jeunes volontaires. Des jeunes volontaires sont maintenant sur le terrain. Hein? Les groupes armés qu'on va aussi qu'on va mettre à contribution, c'est autant de problèmes que nous avons. Et donc, nous utilisons les miliciens pour qu'ils viennent nous aider parfois. Et nous disons que nous allons former des volontaires. Et donc, nous avons encore un chemin à parfaire. Ce n'est pas encore facile que nous puissions faire ça. Mais aussi, les gradements, c'est cette filtration que nous avons. C'est ça le gradement qui peut nous amener à faire quoi? À perdre même la guerre, n'importe quel cas. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas encore touché ces aspects-là, en tout cas, nous avons encore beaucoup de problèmes dans la RDC. Oui, parlons un peu de cette force régionale qui est sur le terrain. Et vous le savez très bien, ici récemment à Goma, il y a eu même des manifestations contre cette force pour dire que la force régionale ne nous aide à rien, comme ils sont là, ils sont en train de circuler librement dans des villes, mais sur terrain, il ne faut rien sur terrain. De l'autre côté, comment vous analysez cette nouvelle? Tout cela revient au sens des gens. Le problème est déjà au début. Quand on appelle les forces régionales East African Community, ce n'est pas qu'elles viennent créer des zones tampons, comme elles le font là-bas. La population savait que, avec l'arrivée de ces militaires, fini le M23. Mais on constate maintenant que, avec leur arrivée, c'est comme si la stratégie ou le plan a été maintenant changé quand il vient d'arriver au niveau du territoire. Est-ce que ça a été changé? Parce que sur les médias, quand on disait que nous allons avoir East African Community, le plan est tel que nous venons de loger le M23. Et du moment qu'on constate maintenant le contraire, la population dit tiens, ce n'est pas possible que ça marche comme ça. Nous devons chercher à libérer ou à chasser encore ces mêmes forces. Et je peux vous dire, ce sont les institutions qui veulent que l'East African Community travaille ici. Ce sont les institutions qui veulent que MONUSCO travaille encore en RDC. Mais si ce n'était que vraiment de la volonté de la population, vous connaissez comment MONUSCO est en train d'être traité jusqu'aujourd'hui. Et c'est de la même manière qu'on veut traiter aussi East African Community, donc les forces régionales. La population, qu'est-ce qu'elle veut? La population, en fait, elle veut qu'on puisse réarmer, laisse-moi faire la tautologie, notre armée, et que cette armée puisse défaire et l'M23 et tous
tout État qui veut s'aventurer sur le territoire congolais. Malheureusement, et comme nous le disons, et nous faisons une économie toujours de guerre. Nous n'avons jamais eu, la RDC n'a jamais eu état de s'organiser à l'interne. Et c'est encore un défi que nous avons encore à faire. Mais sinon, pour ce qui est de East African Community, et on ne voit pas encore le travail. Le travail qui est là, peut-être, c'est d'avoir stoppé la progression de M23 et de créer ces zones tambours. Et puis, ces zones tambours, pourquoi faire? La question c'est celle, pourquoi faire ces zones tambours? À la fin, on va arriver à quelle stratégie? On va arriver à une stratégie selon laquelle les M23 vont libérer toutes les localités qu'ils occupent pour que, à la fin, maintenant, les forces régionales viennent y rester. Et pour combien d'États? Ça veut dire qu'on va trouver une armée dans une autre. Une armée dans une autre, à ce sens que, ok, vous qui êtes les FARDC, vous pouvez régner sur Goma, vous pouvez régner ailleurs. Alors, nous qui sommes ici, nous allons régner sur Bunagana, sur Rutshuru, et j'en passe. Ça ne peut pas se faire. Et donc, nous devons, les forces régionales doivent définir des stratégies qui vont convaincre, n'est-ce pas, la population. Et aujourd'hui, la communication, elle n'est pas claire jusqu'à ce niveau-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, on soupçonne les forces régionales d'être en connivence avec le M23. On le voit avec des selfies, d'accord, et on le voit peut-être le commandant de la force régionale dire que l'autre là, le porte-parole du M23, c'est son frère. Mais des histoires comme ça dans une guerre, ce ne sont pas de beaux signes. Ce ne sont pas de beaux signes. C'est pourquoi la population a tendance à croire qu'il y a des anguilles sous roche. Voilà, et à quelque sorte encore, ce que je peux donner quant à ça. Oui, la population du Nord Kivu veut toujours entrer directement au Rwanda pour aller faire les combats. Mais le gouvernement est en train d'apaiser la population, mais qui est quand même prête pour entrer au Rwanda, raison pour laquelle il y a eu même des miradors qu'on a érigés à Goma, vous le savez très bien, pour faire bien la surveillance au Rwanda. Mais cette question, comment vous avez vous analysez ça? Ça, c'est imprudent. La population vouloir aller au Rwanda, c'est une imprudence. Une imprudence parce que, bon, la population a quelle politique? Quelle politique pour aller régner sur le Rwanda dès qu'il vient d'arriver là? J'estime que s'il y a certaines populations qui disent que nous voulons aller au Rwanda, c'est pour simplement aller montrer que, bon, ok, nous avons décapité 3 des Rwandaises, nous avons violé, nous avons pillé une banque, et c'est là à Gisenyi, ils vont retourner. Mais la politique, à long terme, est-ce que la population en a? Je ne pense pas. Et donc, ça serait imprudent si cette volonté n'est pas suivie d'une volonté des institutions d'aller au Rwanda. Aussi longtemps que les institutions de la République ne veulent pas conquérir le Rwanda, alors si la population, elle, veut aller au Rwanda, je vous dis, c'est pour une période éphémère et pour des activités que je venais de citer précédemment. Et c'est à ce niveau-là que je peux dire, donc nous ne devons pas passer à faire une politique comme celle-là et revenir. Vous vous imaginez, je vais comparer ça avec une histoire que Mbundoulé, le député, avait fait avec Beni. Et on est allé là pour aller combattre avec Beni. Mais vous vous imaginez, jusqu'à aujourd'hui, les massacres continuent, mais quand même, il y a eu ça. Ça fait partie, on écrit quand même l'histoire, mais pour quel résultat concrètement? C'est pourquoi je dis, si les institutions ne veulent pas, n'ont pas encore dans leur tête qu'il faut qu'elles aillent alors au Rwanda, alors même si la population s'est donné ce courage-là, alors en tout cas, on va faire juste une politique de courte durée. Et donc nous devons encore chercher à travailler dur, à bosser, pour que les institutions aient une politique vis-à-vis du Rwanda. Alors,
encore mieux que cet avis-là d'aller au Rwanda peut encore aider les institutions encore à beaucoup travailler ou encore à se prévaloir que si elles prenaient une politique d'aller au Rwanda, alors ils ont une base arrière. Cette base arrière, c'est alors la population. Dès que la population accompagne les institutions, alors encore là, au niveau du maintien de la politique des institutions, on peut trouver encore un avantage sur le Rwanda. Mais aussi longtemps que la population n'est pas encore accompagnée par des institutions dans leur politique, je dis bien, ce serait encore une blague de trop. Voilà. Oui, nous sommes pratiquement nous sommes vers la fin de notre entretien. Monsieur Élisée Mateso, je rappelle que vous êtes internationaliste. Face à ce qui se passe à Goma, quel est votre message? Mon message est d'être patient. Seulement, il faut que Kinshasa rassure à la population de Goma, à la population de Bunagana, à la population de Rutshuru, qu'elle est en train de repasser ses stratégies et que tôt ou tard, on va chasser les 23 des territoires. Parce que la force actuelle que le Rwanda a, c'est le fait que le Rwanda est déjà sur le territoire congolais à passer par le 23. Nous, si nous faisons la guerre contre le Rwanda, ça sera sur notre propre territoire. Or, si on faisait la guerre contre le Rwanda, il faut qu'on arrive sur le territoire rwandais pour que ce Rwandais-là sente alors le douleur ou encore les affres de ce que nous appelons la guerre. Exactement, il y a des années, parce que en 1994, au Rwanda, il y a eu un génocide, je sais que la génération actuelle ne connaît pas les affres de la guerre et ils doivent se désolidariser de Kagame. Malheureusement, Kagame reste toujours ce qu'il est. Il est dictateur, il est en train de gérer son pays comme il veut, mais je dis la génération rwandaise actuelle ne veut pas encore voir les histoires de génocide, les histoires de devenir réfugiés ou de déplacer des guerres dans leur pays. Le jour où ils verront ça, ne fût-ce que 2 jours ou une semaine, les voix se lèveront au Rwanda et vous trouverez que demain ou après-demain, un coup d'État peut se déclencher au Rwanda ou carrément. Et vous savez, quand le chien est aux abois, quand le chien est aux abois, ça veut dire que quelque part, il commence à avoir du chaud. Il commence à voir que l'adversaire qu'ils sont en train de chasser, en tout cas, c'est un adversaire coriace. Et nous pouvons quand même réaffirmer que la RDC commence quand même à aller plus loin, commence à structurer son armée, sa politique étrangère. Ça, c'est un aspect positif qui permet à ce que le Rwanda commence à redouter. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait d'avoir jeté, par exemple, ces missiles? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est la peur. C'est la peur exactement. Même selon le communiqué, c'est la peur. Il dit qu'on les agresse. Donc ils savent qu'eux-mêmes aussi, ils sont faillibles. Ils sont faillibles, ils peuvent être vaincus. Voilà. En tout cas, monsieur Élisée, c'était Élisée Mateso. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Je suis Mwanampenzi Manzekele à sa présentation. Au revoir.